dans les campagnes oubliées d'Angleterre. Il est des demeures où le silence semble avoir pris racine. Là, certains objets gardent la mémoire de ceux qui se sont tus, et d'une vérité qu'on n'ose plus nommer. Dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui, et quelle heure est-il chez vous au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le-moi en commentaire. Fermez les yeux et suivez la trace effacée d'un secret que la pluie n'a jamais su laver. Je le trouvais ce jour-là, plongé dans un mutisme si dense que la pièce elle-même semblait l'absorber. La pendule du manteau de cheminée avançait avec cette régularité sèche qui m'avait toujours rassuré, et pourtant, en présence de Holmes, cette monotonie revêtait un air d'attente. Il était assis dans son fauteuil, les mains croisées sous le menton, les paupières mi-closes, non pas dans le sommeil, mais dans cette posture que je lui connaissais bien, celle d'une pensée si profonde qu'elle semblait aspirer toute lumière. Je ne dis mot. Depuis le seuil, j'hésitais à troubler ce qui me paraissait presque sacré, le silence d'un esprit en alerte. Un feu mourant jetait des ombres tremblantes autour de lui, et malgré le confort apparent de la pièce, un frisson me parcourut. Il y avait dans l'air quelque chose d'inachevé, de suspendu, comme si l'énigme n'était pas seulement dans l'objet qu'il tenait, mais dans le silence même qu'il cultivait. Je m'avançai enfin, et ce ne fut qu'au bruit discret de ma canne contre le parquet qu'il tourna lentement la tête vers moi, le regard chargé d'une intensité calme, presque douloureuse. « Watson, dit-il avec douceur, l'ennui est un luxe que nous n'aurons pas aujourd'hui. » Il me tendit un petit objet que je n'avais pas remarqué dans sa main droite. L'objet était de cuir noirci, légèrement bombé, marqué par le temps comme par l'usage, un étui à cigare, de ce qu'on glisse dans une poche d'uniforme ou d'habit de chasse. Rien ne distinguait cet étui d'un autre, sinon peut-être ce détail ténu, une usure plus prononcée sur le rabat, comme si des doigts fébriles l'avaient fréquemment ouvert. « Par la poste ce matin, » dit-il, sans adresse d'expéditeur, ni note d'accompagnement. Le cachet est de Londres, quartier de Paddington, mais je doute que ce soit son point d'origine. Je l'examinai. Il ne contenait aucun cigare, seulement une odeur persistante de tabac fort et une sensation étrange, comme s'il cachait quelque chose au-delà de sa fonction évidente. Je fis mine de le retourner, mais Holmes me l'ôta délicatement des mains. Il a vécu, ce cuir, et comme tout ce qui a vécu, il parle, pour qui sait entendre. Je n'osais pas demander davantage. Il y avait dans sa voix une note que je ne lui connaissais que dans les moments les plus singuliers, celle d'un intérêt sincère, mais contenu, comme un chasseur qui sent la piste, mais refuse encore de courir. Il posa l'étui sur la table basse, du côté intérieur vers le haut, puis sortit une petite lame fine d'un coffret à scalpel qu'il gardait toujours à portée. Avec une précision presque chirurgicale, Holmes entama la doublure intérieure de l'étui, là où le cuir formait une couture intérieure légèrement bombée. Le fil céda sans résistance, et ce fut avec une lenteur délibérée qu'il en extirpa un morceau de papier plié en 4, usé sur les plis, jauni au bord. « Voilà pourquoi on me l'a envoyé, » murmura-t-il. Le papier, une fois déplié, révélait un tracé au crayon graphite, d'une main tremblante mais méthodique, un bois, quelques bâtisses, un sentier sinueux, et, au centre, une croix rouge. Il n'y avait ni titre, ni nom, ni légende. Rien qui permît à l'œil non exercé de deviner de quel lieu il s'agissait. Une carte, observai-je prudemment. Et plus encore, dit Holmes en fronçant les sourcils. Un message sans mots, une indication sans adresse, une énigme nue. Il posa la carte à plat, la scrutant comme un médecin scrute un pouls irrégulier. Puis il ajouta « Il y a là un puits, voyez-vous,
et un bosquet autour. Et ici, cette croix. C'est un avertissement, ou un appel, peut-être les deux. Je sentis en lui une tension sourde, comme si ce simple papier réactivait des pensées déjà anciennes. Il se leva, traversa la pièce en silence, puis s'arrêta devant la fenêtre sans ouvrir les rideaux. La pluie traçait des filets gris sur la vitre, comme autant de lignes floues sur un dessin trop net. « Il me défie, Watson, » dit-il enfin. « Celui qui a envoyé cette carte me connaît. Il sait que je ne peux résister à un mystère sans auteur, à une intention sans nom. » Je m'approchai de la table. Plus je regardais la carte, plus elle me semblait étrangère. Il n'y avait aucune courbe familière, aucun relief identifié, rien qu'un tracé abstrait. Et pourtant, une logique silencieuse en émanait. « Ce bois-là n'est pas londonien, » dit-il soudain. Les proportions des parcelles indiquent un territoire rural, ancien, probablement au nord. Et ce puits, central, bordé d'arbres, nous avons affaire à un domaine, Watson, un lieu clos, privé. Il me lança un regard rapide, presque ironique. Et vous savez ce que cela signifie? Je hochai la tête, bien que je ne comprisse encore que partiellement. Qu'un meurtre s'y est peut-être glissé par une porte que nul n'a su refermer. Holmes s'assit de nouveau, les doigts réunis sous le menton, comme au début. Il resta un long moment sans parler, puis prit la carte, la plia avec soin et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Faites vos bagages, mon cher ami. Nous partons demain matin par le train de 6h35, direction le Yorkshire. » Je me retournai lentement vers lui. Il ne souriait pas. Il ne souriait jamais lorsqu'un danger était encore non défini. « Vous pensez que quelqu'un est en péril? »« Je pense, » répondit-il, « qu'il est déjà trop tard pour les vivants, mais pas pour la vérité. » La pluie redoubla, et tandis que le feu s'éteignait dans l'âtre, je sentis, sans pouvoir l'expliquer, que nous venions d'entrer dans l'un de ces mystères où l'on ne cherche pas seulement une réponse, mais un fantôme. Il y a, dans certaines campagnes anglaises, un silence que la ville ne connaît pas. Un silence ancien, enraciné dans la terre, qui semble porter la mémoire des pierres et des arbres. C'est dans ce silence-là que notre fiacre s'enfonça, à mesure que nous approchions du domaine de Hatherlake Hollow. La route, longue et bordée de haies, laissées à elle-même, nous parut interminable, comme si elle résistait à notre venue. Holmes, absorbé dans sa propre logique intérieure, ne parlait pas. Je n'osais troubler ce calme étrange, cette tension que seul un esprit comme le sien savait appeler anticipation. Lorsque nous franchîmes les grilles du domaine, une impression saisissante m'envahit. Il ne s'agissait ni d'élégance aristocratique, ni de ruines romantiques, mais d'un isolement farouche, le genre d'endroit qui paraît se retirer du monde, autant que le monde s'est retiré de lui. Un domaine suspendu, entre l'oubli et le soupçon. « Voici, » dit Holmes en sortant enfin de son mutisme, « un lieu qui ne livre rien de bon gré. » Nous fûmes reçus dans le vestibule par Mrs. Desborough, veuve du colonel récemment défunt. Elle nous salua avec la correction rigide que l'on apprend plus que l'on ressent, et je fus immédiatement frappé par la sécheresse de son regard. Non pas une dureté, non plus une tristesse contenue, mais une sorte d'indifférence parfaitement réglée, comme si la douleur, si douleur il y a eu, avait été neutralisée par la nécessité du maintien. « Vous comprendrez, » dit-elle d'une voix ferme, « que nous tenons à une certaine discrétion. Mon mari était un homme d'ordre et de réserve, et je souhaite honorer cela. » Je jetai un regard à Holmes. Il inclinait la tête avec cette docilité feinte qui, chez lui, tenait lieu de piège tendu. Je savais, à la raideur infime de ses épaules,
qu'il avait déjà pris note de quelque chose que je n'avais pas encore perçu. Au fil des minutes, d'autres visages apparurent. Un jardinier d'abord, que l'on nous présenta comme sourd et muet de naissance. Il nous salua sans un mot, sans même un regard franc, avant de s'effacer dans un couloir latéral. Puis vint la gouvernante, une femme au sourire trop prompt, dont la voix trop mielleuse semblait chercher, dans chaque phrase, l'approbation. Enfin, un jeune homme aux traits pâles, introduit comme le cousin du colonel, venu aider à la gestion des affaires. Son regard, bien que poli, ne s'attarda jamais sur nous. Je ressentis bientôt une gêne diffuse, non provoquée par un acte précis, mais par la composition même de ce tableau. Des êtres qui semblaient chacun jouer leur rôle sur une scène dont le texte leur avait été soufflé à l'avance. « 3 présences et pas un mot vrai », murmura Holmes à mi-voix, une fois seul. « Ce n'est pas le deuil qui rend les gens si mesurés, c'est la peur de parler. » Alors que Madame d'Esborough nous faisait traverser les couloirs du rez-de-chaussée, Holmes s'arrêta devant une porte verrouillée. Elle portait une plaque de laiton où l'on distinguait à peine le mot « fumoir ». « Celui-ci est-il utilisé » demanda-t-il. « Plus depuis la mort du colonel » répondit la veuve. « Je n'ai pas jugé convenable d'y pénétrer depuis. » La clé, précisa-t-elle, avait été remise à l'intendant, disparu depuis quelques jours pour des affaires d'inventaire à Londres. Holmes ne fit aucun commentaire, mais je vis qu'il observait longuement la poignée, le chambranle, les minuscules traces qu'aucun œil profane n'aurait considérées. Je ressentis alors, pour la première fois, que quelque chose de plus vaste, de plus ancien peut-être, s'était joué entre ces murs, une vérité ensevelie dans le silence volontaire des vivants. Ce fut, au sortir de notre visite du domaine, que Holmes sortit la carte. Il la tint à la hauteur de son regard, l'orienta selon la lumière naturelle et me fit signe d'approcher. « Observez la pente de la colline, là-bas, » dit-il, « et ce bosquet en arc, il figure ici, parfaitement. Ce puits, voyez, est là-bas, dissimulé par les cyprès. » Je compris soudain que nous étions entrés dans le lieu même que désignait l'étrange plan glissé dans l'étui à cigare. Ce n'était plus une hypothèse, mais une certitude tranquille. Holmes, d'ailleurs, se contenta de souffler. Ce n'est pas une carte, c'est une confession muette, une mémoire dessinée à l'instant de l'effroi. Et sans ajouter un mot, il replia soigneusement le papier et le rangea dans sa poche intérieure, comme on range une pièce de preuve encore trop fragile pour être révélée. Je ne saurais dire ce qui me réveilla cette nuit-là, ni bruit net, ni voix, seulement ce que l'on pourrait appeler une absence, une sorte de creux dans le silence, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Je demeurai quelques instants immobile, les yeux ouverts sur l'obscurité, écoutant, et ce fut alors que je l'entendis, un raclement léger, rythmique, presque hésitant, semblable au frottement d'un tissu glissant contre du bois ou au déplacement d'un objet lourd très lentement poussé. Le bruit provenait du couloir, plus exactement du mur jouxtant le fumoir, cette pièce interdite, verrouillée depuis la mort du colonel. Le murmure ne dura que quelques secondes, mais la tension qu'il laissa en moi mit bien plus longtemps à se dissiper. Je me levai, enfilai ma robe de chambre et m'approchai du couloir, le cœur battant sans raison apparente. Rien, pas même un souffle, mais l'odeur, oui, une odeur ténue, sèche, que je n'avais pas remarquée auparavant, celle du tabac froid, mêlée à quelque chose d'autre, plus ancien, plus lourd. Je retournai me coucher, mais le sommeil, cette nuit-là, ne revint pas. Au matin, je trouvai Holmes dans le petit salon, occupé à lire un journal régional d'un œil absent. Son calme apparent contrastait avec la tension silencieuse qui habitait encore mes pensées.
Il ne me posa aucune question, et je ne lui parlais pas de ce que j'avais perçu. Ce jeu de patience, je le connaissais. Il attendait. Ce fut durant le déjeuner que je le vis opérer, non pas comme un inspecteur interrogeant des suspects, mais comme un visiteur curieux feignant l'indifférence. Il échangea quelques mots avec la gouvernante sur les habitudes du colonel, s'étonna auprès du jeune cousin du temps maussade de la région, interrogea le jardinier muet, par geste. Chaque question semblait anodine, presque maladroite. Pourtant, à chaque réponse, ses yeux devenaient plus aigus, comme s'il notait non pas ce que l'on disait, mais ce que l'on évitait de dire. « Remarquez, dit-il à mi-voix, une fois les autres partis, ce que chacun choisit de ne pas mentionner, en dit plus long que 1000 confessions. » Je ne répondis pas. J'avais vu, dans le regard de la gouvernante, une peur maquillée sous la politesse. Chez le jeune homme, une tension nerveuse difficile à contenir. Quant au jardinier, son silence paraissait plus lourd encore que son handicap. Ce fut dans l'après-midi que Holmes, sous prétexte d'examiner l'état du mobilier, en vue d'une évaluation successorale, demanda à jeter un œil au fumoir que l'on avait daigné déverrouiller. L'atmosphère y était épaisse, figée dans une immobilité qui n'avait rien de naturel. Il y régna d'abord un silence presque coupable, comme si la pièce elle-même gardait le souvenir de quelque chose qu'elle aurait préféré taire. Holmes se pencha vers la cheminée. Il s'y trouvait quelques cendres grises, éparses, presque effacées, mais parmi elles il repéra ce qu'il cherchait. Un fragment de cigare à peine consumé, écrasé avec hâte et dissimulé sous la grille du foyer. Un Churchill cubain, dit-il, série réservée aux officiers supérieurs de l'ancienne administration coloniale. Un goût très particulier, très daté. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Le colonel Desborough avait cessé de fumer depuis plusieurs années, selon sa veuve elle-même. Et pourtant, ce cigare-là avait été fumé ici, récemment. Ce n'est pas la pièce qui est restée close, Watson, conclut Holmes. C'est la vérité qu'on a soigneusement verrouillée. À l'aide de son regard, Holmes fouilla chaque meuble, chaque moulure, chaque interstice. Puis, sans un mot, il se dirigea vers un vieux secrétaire dont le bois était terni par l'humidité. Il fit jouer un mécanisme dissimulé derrière l'un des panneaux, et un compartiment s'ouvrit avec un déclic presque timide. À l'intérieur, une feuille de papier froissée, partiellement tachée d'encre et bordée de moisissures. Il la prit avec précaution et la déplia. Il s'agissait d'un second plan, plus détaillé, mais aussi plus usé que le premier. On y distinguait clairement les contours du domaine, les mêmes repères, le bois, le sentier, le puits. Mais l'écriture, cette fois, semblait tremblante, presque fébrile, comme si elle avait été tracée à la hâte. Holmes l'examina longuement, sans mot dire. Puis il la posa à côté de la première, qu'il avait apportée dans sa poche. « Ce n'est pas une copie, » murmura-t-il. « C'est un double, mais plus précis et plus récent. » Je m'approchai. Un détail m'intrigua aussitôt. La croix rouge, au centre du plan, était tracée d'une main plus sûre, comme si l'urgence avait dissipé la peur. Holmes fit tourner lentement la carte entre ses doigts, comme s'il cherchait à y faire apparaître une vérité invisible à l'œil nu. Puis il la posa à plat sur le bureau et, du bout de son crayon, traça un cercle imaginaire autour de la croix. « Voilà le cœur de ce mystère, » dit-il. « Ce puits-là ne figure dans aucun des registres du domaine que j'ai consulté. Pourtant, il est le seul point marqué, avec une insistance presque obsessionnelle. » Je me rappelais alors ce que nous avions vu depuis la fenêtre du salon. Une vieille margelle de pierre, à moitié recouverte de lierre, à l'orée du bois.
On nous avait dit qu'il s'agissait d'un ancien puits scellé depuis des années, sans utilité ni danger. Personne ne pense à regarder ce que l'on croit fermé depuis longtemps, poursuivit Holmes. C'est là que l'on cache ce qu'on ne veut pas qu'on trouve, ou ce que l'on n'a pas osé détruire. Je le regardai. Son visage n'exprimait rien d'autre qu'une concentration absolue, presque douloureuse. Je savais que pour lui, le temps du soupçon était terminé. Il entrait à présent dans celui de la certitude. Mais il me vint une pensée que je ne pus retenir. « Holmes, si quelqu'un a voulu enterrer quelque chose là, que croyez-vous que nous y trouverons ?» Il me répondit sans quitter les cartes des yeux. « Pas ce que l'on cherche, Watson, mais ce qu'un homme, un jour, a voulu qu'on découvre trop tard. Il est des requêtes qu'aucun esprit raisonnable ne songerait à contester, surtout lorsqu'elles sont formulées avec le ton neutre, presque médical, que Holmes savait adopter à la perfection. Ce matin-là, il évoqua auprès de Madame Desborough, sur un ton tout empreint de sollicitude, la nécessité d'examiner l'ancien puits du jardin. Une simple précaution, dit-il, dans le cas où l'humidité stagnante y aurait favorisé la prolifération de miasmes susceptibles d'affecter les fondations ou la qualité de l'air ambiant. Elle acquiesça, d'abord avec indifférence, puis avec une certaine nervosité mal contenue. Il était manifeste qu'elle n'avait pas songé à cette éventualité. « Faites ce qu'il vous plaira, » dit-elle finalement, « mais je doute que vous y trouviez autre chose que des pierres effondrées et des racines mortes. » Holmes inclina la tête avec son humilité feinte, et l'affaire fut entendue. Je n'ai jamais su s'il croyait réellement à l'existence d'un risque sanitaire, ou s'il s'agissait simplement d'un subterfuge parmi d'autres, mais je compris, à son regard, qu'il avait pressenti que quelque chose de plus ancien, de plus lourd que l'eau stagnante, reposait au fond de ce puits. Ce fut dans un silence tendu que les deux ouvriers appelés du village descendirent le seau. La corde grinçait par à-coups, et l'on sentait que les pierres n'avaient pas été remuées depuis longtemps. Lorsqu'ils le remontèrent enfin, le seau contenait une masse noire, indistincte, gorgée d'eau et de boue. Un objet de cuir, noué d'une lanière presque défaite. Holmes s'en empara sans attendre. Il s'agissait d'un carnet, détrempé, déformé, mais dont plusieurs pages intérieures semblèrent avoir résisté à la décomposition. Il l'ouvrit lentement, du bout des doigts, révélant des lignes irrégulières à l'encre délavée. Certaines notes étaient illisibles, d'autres encore distinctes, et en fin de carnet, un fragment de testament, rédigé d'une main tremblée, inachevé, mais signé du nom du colonel Desborough. Je me souviens de la manière dont Holmes referma le carnet, comme on referme une main blessée. « Ce qu'on jette dans un puits, » dit-il doucement, « ce n'est pas seulement ce qu'on veut cacher, c'est ce qu'on n'a plus la force de porter. » Lorsque Madame Desborough apprit ce que le puits avait rendu, sa réaction fut d'une intensité que je n'aurais pas soupçonnée. « Un testament, » rugit-elle. « Ce n'est qu'un brouillon mouillé, un papier de désespoir. » Mon mari avait rédigé ses volontés auprès de son notaire, en toute conscience et en ma présence. Elle exigea que le carnet fût remis à l'autorité compétente, tout en insistant sur son inutilité légale. Je notai cependant que son regard se fixait avec obstination, non sur Holmes, qui demeurait impassible, mais sur moi, comme si elle cherchait à deviner ce que je pensais de sa colère. « Ce papier n'a aucune valeur, » répéta-t-elle. « Vous ne pouvez pas bâtir des soupçons sur un chiffon imbibé de boue. » Mais ce n'était pas la valeur légale du carnet qui préoccupait Holmes, je le savais. C'était sa provenance, sa date, son contenu allusif. Ce testament disait moins ce qu'il léguait que ce qu'il craignait de révéler. « Il n'y a pas plus bavard qu'un testament qu'on ne veut pas lire, » murmura Holmes une fois la veuve hors de vue. Ce soir-là, Holmes se tint à l'écart, et moi-même,
Je sortis un instant respirer l'air frais du crépuscule. Dans les allées du jardin, je vis passer le jardinier. Il marchait rapidement, tête basse, comme s'il cherchait à éviter les regards. Jusqu'alors, je l'avais cru simplement muet, un homme à la langue absente, mais à l'esprit intact. Ce soir-là, je compris que son silence était moins un handicap qu'un rempart. Holmes, en l'apercevant depuis l'ombre, ne dit mot. Mais je le vis, le lendemain, multiplier les occasions d'être présent dans le jardin, de croiser ce même homme par hasard, d'observer ses gestes, ses retraits, ses hésitations. Il ne s'agissait plus d'un simple domestique marginal. Quelque chose, dans sa manière d'éviter le regard d'Holmes, trahissait une connaissance, non pas une culpabilité franche, mais une terreur endurcie, celle d'un homme qui en sait trop et que le souvenir oppresse. Il ne parle pas, non parce qu'il ne peut, dit Holmes, mais parce qu'il ne doit pas. On lui a appris que le silence, parfois, sauve la peau. Je dois confesser ici que mes pensées commencèrent à se faire plus noires que je ne l'aurais voulu. L'atmosphère du domaine, l'hostilité passive de la veuve, l'absence soudaine du notaire, le silence du jardinier, les demi-vérités du cousin, tout cela formait une trame trop serrée pour n'être que le fruit du hasard. Je me surpris à soupçonner un pacte familial, un consentement tacite autour d'un mensonge utile. Le colonel, par son isolement, était devenu gênant. Son testament, peut-être rédigé sous l'ombre d'un remords, ne convenait plus à ceux qui l'entouraient. Le puits devenait alors la métaphore parfaite. On y enterre ce que l'on veut oublier, mais que la boue, un jour ou l'autre, rendra malgré tout. Holmes, lui, ne laissait paraître aucune conclusion. Il posait ses jalons, tissait lentement la toile, évitant toute déclaration. Il ne réfutait pas mes hypothèses, mais ne les nourrissait pas non plus. « Vous êtes en avance, Watson » me dit-il calmement. Et dans ce genre d'histoire, la précipitation est sœur du mensonge. Il parlait sans dureté, presque avec mélancolie, comme s'il savait déjà ce que nous allions découvrir, et que cela ne le réjouissait guère. Il m'avait simplement dit, ce matin-là, en passant la main sur son veston, « J'aurais besoin d'un peu de théâtre, Watson, ni trop grand, ni trop petit. De quoi occuper quelques esprits distraits. » Je compris aussitôt, et je m'exécutai. Durant plus d'1 heure, je m'entretins avec Madame Desborous dans la bibliothèque, évoquant des souvenirs militaires de mon service aux Indes, qu'elle n'écoutait que d'une oreille, mais auxquels elle répondait avec une politesse mécanique. Je fis également appel au jeune cousin pour des détails pratiques concernant les livres de comptes du domaine, feignant une curiosité toute médicale pour les méthodes de gestion rurale. La gouvernante, quant à elle, fut aisément happée par ma soudaine inquiétude sur la ventilation des chambres de l'aile ouest. Tout cela, bien entendu, n'avait d'autre but que de laisser à Holmes le champ libre pour explorer le fumoir. Cette pièce close qui, dans sa quiétude apparente, semblait battre au rythme d'un secret ancien. Je ne savais ce qu'il y trouverait, mais je connaissais son flair. Lorsqu'un mystère refuse de se livrer par les voies ordinaires, Holmes va l'arracher aux choses mortes. Lorsqu'il me retrouva plus tard dans notre chambre, il ne dit rien d'abord. Il posa simplement un objet enveloppé dans un mouchoir de lin sur la table basse, puis s'assit. Ce fut moi qui dénouai le tissu. « Un compartiment derrière la cheminée », dit-il sans me regarder. Le mécanisme était grossier, mais ingénieusement dissimulé sous le plâtre noirci. Je compris alors que la pièce n'avait pas été qu'un lieu de repos pour le colonel, mais un véritable sanctuaire personnel, un lieu où l'on dissimule ce que l'on ne veut pas confier aux vivants. « Ce n'est pas la dissimulation qui m'intrigue », ajouta Holmes, « c'est la manière. On n'enferme pas ce que l'on veut détruire, on enferme ce que l'on veut qu'un autre découvre plus tard.
Ce murmure m'étonna, car jusqu'ici, Holmes s'était gardé de formuler des intentions derrière les faits. Or, en prononçant ces mots, il admettait que le colonel, s'il était bien l'auteur du geste, avait espéré quelque chose, peut-être même notre venue. L'objet en question était un morceau de papier rigide, de taille réduite, aux bords noircis. Je reconnus immédiatement la texture des cartes retrouvées plus tôt. Mais celle-ci avait été brûlée partiellement, comme si l'on avait tenté de la détruire, puis renoncé. Au centre subsistait une note manuscrite, à demi effacée, mais encore lisible, mardi avant la tombée, suivi d'un mot illisible, puis mort à, et enfin une date. Cette date n'était pas celle que nous avait donnée Madame d'Esborough. Ce n'était pas non plus celle du certificat de décès. Elle précédait tout cela d'un jour. Holmes tourna lentement le papier entre ses doigts, l'observant comme on observe une dépouille en silence. « Cette carte n'a pas été envoyée, dit-il. Elle aurait été conservée. Elle devait brûler, mais quelqu'un n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ou le temps, suggérai-je. Il ne répondit pas, mais je vis dans ses yeux se dessiner une première certitude. Quelqu'un, en ce lieu, savait que la mort du colonel ne correspondait pas à la version officielle, et quelqu'un avait tenté, sans y parvenir, de faire disparaître cette preuve. Ce détail, qui pourrait paraître anodin dans le tumulte d'une vie ordinaire, devint ici le pivot de notre enquête. Holmes n'eut pas besoin d'élever la voix pour me faire sentir l'importance de ce simple décalage temporel. Lorsqu'un homme meurt, Watson, son cadavre ne ment pas, mais tout autour de lui commence à mentir dès qu'on le laisse refroidir. La date falsifiée impliquait une mise en scène. Quelqu'un avait trouvé le colonel mort, ou l'avait tué, puis avait attendu. Attendu un jour, exactement. Pourquoi ? Pour permettre à un document de paraître, à un alibi de se construire, à une présence de disparaître. Je ne savais pas encore, mais Holmes, lui, avait déjà saisi ce que cela sous-entendait. Il n'y avait pas eu seulement mort, mais arrangement. Et cet arrangement, tout en dissimulant le fait, révélait l'intention. On ne change pas la date d'un décès, Watson, à moins que cette date ne soit plus compromettante que la mort elle-même. C'est ce soir-là, tandis que je remuais les fragments de nos découvertes dans le tumulte ordonné de ma pensée, que Holmes me parla à nouveau de l'étui à cigare. Il le sortit de sa poche et le posa devant nous. Cet étui, dit-il, ne portait aucune initiale, mais regardez ici, sous la languette intérieure, un infime décollement, comme une cicatrice. Voilà ce que j'ai découvert tout à l'heure. Il en tira une bande étroite de tissu, cousue autrefois sous la doublure. On y lisait un nom, O. Strickland. Le nom me frappa comme un coup de froid, car c'était celui d'un ancien officier colonial, camarade de régiment du colonel d'Esborough, que j'avais entendu évoquer, jadis, dans un salon militaire de Londres. Ce n'était donc pas l'étui du colonel, dis-je lentement. Non, répondit Holmes, mais c'est lui qui l'a envoyé. C'était sa manière de désigner un autre, sans jamais le nommer. Je compris alors que le colonel, sentant venir sa fin, avait utilisé cet étui non comme un objet anodin, mais comme un relais silencieux, un miroir tendu vers un autre nom, un autre homme, une autre faute, et que nous ne faisions que marcher, depuis le début, sur les pas d'un message posthume que nul n'avait voulu lire à voix haute. Il y a des noms qu'un homme peut croire oublier, jusqu'au jour où ils franchissent de nouveau le seuil, non comme une simple visite, mais comme une réminiscence trop vivante. Telle fut l'entrée de Sir Oswald Strickland à Atherley Hollow. Il n'avait pas été annoncé. Sa lettre de demande, si lettre il y eut, s'était probablement perdue dans quelques plis de la convenance militaire. Il se présenta avec la simplicité sans ostentation,
des hommes qui n'ont rien à prouver, mais qui portent en eux la rumeur d'un passé qu'on ne raconte plus. Holmes le reçut sans surprise visible, comme s'il avait anticipé sa venue. Pour ma part, je fus frappé par sa stature d'ancien soldat, altérée par l'exil mais encore droite, et par ce monocle discret dont il ne se départait jamais, comme s'il préférait voir le monde par fragments. Il serra la main de madame, d'Esborough avec une courtoisie presque cérémonieuse, puis nous adressa quelques paroles neutres avant de demander à parler à Holmes, en privé, si possible. « Il est venu », souffla Holmes une fois seul, non pour éclaircir, mais pour juger si nous avons déjà trop compris. Dans le silence feutré du petit salon, Strickland sortit de sa veste un pli scellé. Il l'ouvrit sans date, révélant une feuille jaunie, pliée 4 fois, et qui, une fois déployée, se révéla être une carte. « Elle m'est parvenue il y a 2 semaines, dit-il. Pas de nom, pas de mots, juste cela. » Holmes ne dit rien. Il prit le document et le compara à celui qu'il conservait dans sa poche intérieure. Les contours étaient différents, mais l'intention identique, même croix rouge, même puits central, même repères approximatifs d'un domaine connu. « 2 cartes, murmura-t-il, mais un seul message. Je ressentis alors comme une confirmation invisible. Quelqu'un, avant de disparaître, avait semé ces preuves comme on disperse des indices pour les âmes capables de les réunir. « Ce n'est donc pas un hasard si vous êtes ici, » dit enfin Holmes à Strickland. « On vous a convoqué. »« Peut-être, » répondit-il. « Ou peut-être ai-je été mis à l'épreuve. » Je pris le temps d'observer Sir Oswald pendant qu'il parlait. Ce n'était pas un homme rongé par le vice ou l'ambition, mais par autre chose. Une forme de retenue douloureuse, comme si chaque mot était extrait à la pince d'un souvenir récalcitrant. Son regard ne fuyait pas, mais ne s'ancrait jamais vraiment. Il fixait souvent un point au-delà de l'interlocuteur, là où le passé se superpose au présent. Je reconnus chez lui cette tension particulière des officiers qui ont été loyaux à tort, et qui savent qu'on ne répare jamais une loyauté donnée à un homme indigne. Il tenait ses mains croisées sur le genou, mais ses doigts bougeaient imperceptiblement. Le souvenir, chez lui, n'était pas un fleuve paisible, mais un ressac brutal et contenu. Holmes, fidèle à lui-même, n'interrompit jamais ce silence. Il attendait que l'homme parle de lui-même, conscient que rien ne vaut une vérité dite sans contrainte, même lorsqu'elle est incomplète. Ce domaine, dit enfin Strickland, n'a pas changé, pas même le silence qui l'habite. Holmes fit pivoter sa chaise très légèrement, de sorte à ne plus être face à Strickland, mais légèrement de biais, posture qu'il adoptait souvent pour désarmer l'instinct de défense. « Dites-moi, Sir Oswald, étiez-vous présent le jour où le colonel a modifié la date de son testament ?» Il n'y eut pas de réponse immédiate. Puis Strickland, le regard fixe, déclara « Il n'a pas changé la date, il a tenté de la restaurer. » Holmes hocha la tête, comme si cela confirmait une hypothèse ancienne. Il poursuivit alors, non plus par des questions, mais par des affirmations dont il attendait que le silence les valide. Vous étiez son seul confident. Vous saviez pour le puits. Vous saviez que cet étui n'était pas à lui. Vous saviez ce que contenait la boîte en fer. Strickland se leva lentement, s'approcha de la fenêtre et dit avec lenteur « Il n'y a pas d'oubli possible pour ce genre de choses. On peut seulement attendre que les autres meurent. » Holmes n'ajouta rien. Le moment de l'accusation n'était pas encore venu. Il voulait que l'homme parle de ce qu'il savait, mais surtout de ce qu'il redoutait. Ce fut, au second jour de sa présence, que Strickland, au détour d'une conversation sur les campagnes coloniales, laissa échapper l'essentiel.
Le colonel avait signé un accord avec un certain Major Ellison, une affaire qui n'avait jamais été régularisée. Le contenu d'une caisse, des lingots saisis à Pretoria, devait être confié à l'armée. Mais il en garda une partie, pour réparer l'oubli, disait-il. « Et vous ?» demanda Holmes. « J'étais là, j'ai vu, et j'ai gardé le silence. Ce silence, je le compris alors, était au cœur de toute cette affaire. Non une simple faute, mais une complicité muette née de la loyauté mal placée, et maintenue par la peur que cette loyauté, une fois révélée, ne soit plus perçue que comme une trahison. » Holmes replaça l'étui à cigare devant lui, sur la table. Il le fit lentement pivoter, comme pour souligner la question qu'il n'allait pas poser. Strickland soupira. « C'était le mien. Je l'avais laissé au colonel, autrefois. Il ne s'en séparait jamais. » Holmes murmura simplement. « Ce n'est pas l'objet qui trahit, Sir Oswald. C'est l'intention qui l'incarne. » Je vis alors, dans ce bref échange, l'essence même de leur conflit intérieur. Une amitié étouffée sous le poids d'un pacte et un nom qui, après des années, revenait sous la forme d'un aveu silencieux. Il y a dans certains silences une densité que les mots ne sauraient percer. Celui qui régnait ce soir-là dans la bibliothèque de Hatterlake Hollow en faisait partie. Holmes avait fait convoquer tous les membres de la maison. Mais Deborah, rigide dans sa dignité silencieuse, le jeune cousin, plus pâle encore que de coutume, la gouvernante, crispée, Sir Oswald Strickland, sombre et droit, et enfin le jardinier, tenu à distance, comme toujours, mais présent malgré lui. Holmes se tenait debout, près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, le regard tourné vers une nuit sans étoiles. « Il est temps, dit-il calmement, que la vérité, que l'on a si longtemps contenue entre ces murs, retrouve sa respiration. » Il ne parla ni avec colère, ni avec théâtralité, mais avec la gravité simple de ceux qui savent que les faits, une fois ordonnés, suffisent à dissiper le brouillard. Je notais que personne n'osait croiser son regard. Il n'était pas un homme accusant, mais un miroir que chacun craignait de regarder. Holmes commença par énoncer ce que nous savions déjà, ou pensions savoir. La mort du colonel Desborough, déclarée accidentelle, n'avait rien d'un malheureux hasard. Il n'y avait ni témoin, ni explication naturelle convaincante. Et surtout, il y avait le décalage d'un jour entre l'heure véritable du décès et celle officialisée par la famille. Ce jour volé, dit-il, n'a pas été choisi au hasard. Il fut nécessaire pour effacer une présence, rectifier un document, sceller un puits et rédiger un faux testament. Puis il marqua une pause, mais l'intention véritable n'était pas l'héritage, c'était le silence, car ce que le colonel menaçait de révéler, par fatigue ou par remords, aurait mis en péril plus qu'un nom. Cela aurait fissuré des murs plus hauts que ceux de cette demeure. Je compris alors que l'affaire dépassait de loin les querelles familiales. Elle touchait à des secrets d'État, à des fautes militaires, à cette ligne invisible où le devoir croise le compromis. Il sortit alors de sa poche l'étui à cigare, usé et sans prétention, et le déposa lentement sur le bureau. Il ne le présenta pas comme une preuve, mais comme une relique. Voici l'objet par lequel tout a commencé. Ce n'était pas un souvenir, c'était une balise. Un cri lancé, à travers les cendres, il évoqua alors les cartes dissimulées, les fragments retrouvés, les dates annotées à la hâte, tout ce que le colonel avait laissé dans l'ombre, comme un fil tendu vers une conscience capable de le suivre. Il savait, dit Holmes d'une voix plus basse, que je comprendrais. Et il savait aussi que je viendrais trop tard. C'est le propre des vérités que l'on confie au feu. Elles ne brûlent jamais tout à fait. Puis son regard se posa sur le jardinier. Celui-ci baissa la tête
mais ne chercha pas à fuir. Il n'était plus seulement un témoin invisible, mais un chaînon oublié que Holmes réintégrait dans la logique de l'affaire. Cet homme, reprit-il, n'a pas toujours été jardinier. Il fut éclaireur dans les campagnes du Natal. C'est lui que le colonel fit venir, discrètement, lorsqu'il sentit que l'étau se resserrait. Et c'est lui qui vit, non ce qu'on fit du corps, mais ce qu'on fit du secret. Holmes n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. On ne l'a pas menacé. On lui a rappelé ce qu'il risquait, la prison, la déchéance, la solitude. Alors, il s'est tu. Je ressentis alors une étrange compassion pour cet homme figé dans son silence, non par lâcheté, mais par fidélité à une loyauté abîmée. Holmes se tourna enfin vers Massis Desborough. Elle n'avait pas bougé depuis le début de son exposé. Sa mâchoire était fermée, son regard vide. « Vous n'avez pas tué votre mari, madame, » dit-il doucement, « mais vous avez scellé ce salon. Vous avez accepté sans poser de questions. Vous avez signé sans relire. » Elle ne répondit pas. Je ne vis ni révolte, ni remords. Peut-être seulement une résignation froide, le masque de celle qui a choisi depuis longtemps de ne plus interroger les actes lorsqu'ils protègent un nom. Holmes n'insista pas. Il savait que tout aveu serait inutile. L'essentiel avait été dit. Il revint à sa place, puis s'arrêta. « Une vérité est comme une corde, » dit-il. « Si l'on tire sur le bon fil, toute la trame vient. Encore faut-il savoir où poser les doigts. » Puis d'un ton plus bas. « Ce que nous avons mis au jour ici ne changera peut-être rien, mais il fallait que cela fût su, car le mensonge, lorsqu'il devient tradition, engendre l'oubli. Et l'oubli, Monsieur Watson, est le plus dangereux des héritiers. » Il n'y eut pas de réponse, mais dans le silence qui suivit, je sentis que ce n'était pas la fin. C'était, au contraire, le seuil d'une autre vérité, plus vaste, plus obscure, et que Holmes n'avait pas encore décidé de nommer. Je ne sais si ce fut l'un des rares gestes d'amertume de Holmes, ou simplement une froide reconnaissance des choses telles qu'elles sont, mais je me souviens de la brièveté avec laquelle il rédigea son rapport. 3 pages, nettes, sobres, sans fioritures, où les faits étaient établis avec cette précision clinique qui lui était propre, mais sans jamais franchir la ligne que l'État ne voulait pas voir franchie. Le document fut adressé non à Scotland Yard, ni même à la préfecture locale, mais au ministère de la Guerre, dans une enveloppe scellée, portée en main par un messager de confiance. Il n'en parla plus, et, comme je l'avais prédit, il n'y eut aucun retour, ni enquête, ni réponse, ni rectification. L'affaire, dans ses ramifications les plus sensibles, avait été étouffée sans éclat. Le nom du colonel fut préservé. Le domaine de Hatherlake Hollow demeura hors des journaux. Seuls quelques anonymes, dont nous étions, gardèrent le souvenir de cette vérité partielle, emmurée dans les convenances. Holmes ne s'en montra ni surpris ni désolé, mais je crus voir, en lui, ce jour-là, une lassitude rare, celle d'un homme qui, tout en dénouant les fils du mensonge, accepte de les ranger ensuite dans le tiroir du silence. Sir Oswald Strickland quitta le domaine 2 jours après notre réunion dans la bibliothèque. Aucun adieu, aucun billet laissé, aucune explication. Le matin même, sa chambre était vide, et l'on ne retrouva de lui qu'un gant oublié sur la commode. Les semaines suivantes ne révélèrent rien. Aucun passage enregistré à la gare, aucun courrier, aucun appel. Il s'était volatilisé, comme s'il avait su que, sa part dite, il ne pouvait plus appartenir au monde commun. Holmes ne commenta pas sa disparition. Il se contenta d'un bref « Certains hommes, Watson, ne fuient pas la justice. Ils fuient ce qu'elle leur laisse en retour, le vide. Et au fond de moi, je compris.
Strickland n'avait pas fui par peur, mais par pudeur. Ce qu'il savait, ce qu'il avait vu et ce qu'il avait permis formaient une chaîne que nul jugement humain n'aurait su délier sans laisser des traces plus profondes. Holmes, dans l'ombre, fit ce qu'il savait faire de mieux, protéger sans bruit. Il rédigea une note, signée de sa propre main, adressée à un vieil ami haut placé au sein du ministère de l'Intérieur, dans laquelle il sollicitait un poste de concierge discret dans une institution d'État à Londres. Rien d'exposé, m'expliqua-t-il, juste un lieu où il pourra respirer sans crainte et surtout sans mémoire. Le jardinier partit sous un autre nom, avec une petite somme confiée par Holmes lui-même. Il ne savait peut-être pas pourquoi on lui tendait la main, ni ce qu'on attendait de lui désormais. Mais il la prit, avec cette dignité silencieuse des hommes qui trop longtemps ont vécu dans la crainte. Je le regardais s'éloigner dans le brouillard matinal, sans me résoudre à l'appeler. Il n'aurait pas répondu, mais j'avais la conviction qu'il comprenait, non pas ce que nous avions fait pour lui, mais ce que nous n'avions pas dit. Je me surpris, le soir même, à ressentir une forme de frustration. Le mystère avait été levé, mais la justice, elle, semblait s'être effacée au moment d'entrer en scène. Je fis part à Holmes de mon trouble. « Il y a là un déséquilibre, dis-je. Nous avons dévoilé une machination, mis au jour une trahison, mais rien n'a été réparé. Le mensonge continue. Il est simplement mieux rangé. » Il me répondit, sans lever les yeux de son livre. « Et pourtant, Watson, parfois, le mensonge rangé vaut mieux que la vérité jetée au vent. Il existe des vérités qu'on ne révèle pas pour préserver les autres, mais pour qu'elles cessent de nous brûler de l'intérieur. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ce n'est pas le monde qui est injuste, c'est notre soif de clarté qui est, souvent, excessive. » Je ne répondis rien, car au fond, je savais qu'il avait raison. Mais cette vérité-là ne soulageait pas. Elle enseignait seulement à vivre avec un goût d'inachevé. Dans les jours qui suivirent notre retour à Baker Street, Holmes s'occupa du carnet du colonel. Il le fit sécher avec soin, redressa les pages les plus froissées, relut certaines annotations à la lumière rasante du matin. Puis il le glissa dans une boîte d'acajou, qu'il ferma d'un cliquet presque solennel. « Ce n'est pas un document, dit-il, c'est une confession sans public. » Quant à l'étui à cigare, il trouva place sur la cheminée, entre la petite horloge russe et une tabatière indienne. Il ne portait plus de nom, mais, pour moi, il était devenu le symbole même de cette affaire, un objet banal que l'on aurait pu ignorer et qui pourtant avait contenu toute l'histoire. Je me surpris plus d'une fois à le regarder, sans le toucher, comme on regarde une lettre qu'on ne relira plus, mais dont on se souvient de chaque mot. Et je compris, alors, ce que Holmes voulait dire par justice dans l'ombre. Elle ne rend pas les coupables visibles, ni les victimes vengées. Elle inscrit simplement, à l'abri du tumulte, une ligne de vérité dans la conscience de ceux qui peuvent la supporter. Parfois, dans les replis d'une affaire que l'on croyait élucidée, subsiste une forme de silence que même Holmes n'ose interroger. L'étui repose désormais parmi d'autres reliques, mais il suffit que la lumière du soir tombe dessus pour que tout revienne. Les mots tuent, les regards évités, ce puits refermé sur une vérité trop lourde pour être dite. Ce n'est pas le mystère qui me hante, mais ce qu'il a fallu taire pour le résoudre. Et vous, croyez-vous que Sir Strickland ait vraiment fui, ou simplement choisi de disparaître à l'instant où la vérité n'avait plus besoin de lui? Dites-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a transporté, laissez une trace discrète de votre passage. Un mot, un partage, un geste. Et abonnez-vous si, comme nous,
Vous aimez suivre les ombres que la raison seule n'éclaire pas tout à fait.